Salut la team épicée. Le titre de cet épisode est un peu accrocheur. Je reviens après l'entretien épistimique avec Ferdinand Rank sur le pourquoi je pense que l'ostéopathie mécanique n'explique pas bien les effets de la thérapie manuelle observée et pourquoi c'est intéressant d'essayer de faire autrement que d'essayer de trouver des blocages mécaniques dans le corps humain. Ensuite, je vous ai mis ses retours sur ce qu'il a ressenti presque un an après l'entretien et sa position actuelle concernant la manière de pratiquer l'ostéopathie. Puis je finis par mon retour personnel sur cet entretien. Bonne écoute. Tolkien. Moutarde. La kiné épicée. Et donc, je pense, c'est vraiment, ça a été vraiment montré, on arrive à faire des protocoles qui améliorent, du coup, la fiabilité de la palpation. Ça ne veut pas dire qu'on améliore la validité. Est-ce qu'on arrive vraiment à sentir les endroits se bloquer? Est-ce qu'on arrive vraiment à sentir des muscles trop tendus? Est-ce qu'on arrive vraiment à sentir des articulations qui ne bougent pas assez? Est-ce qu'on arrive vraiment à... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, sûrement à la radio l'IRM, sûrement. Mais comme je te disais précédemment, il y a aussi le truc où tu vas palper et ce que je te disais, ça fait sensopation. Ah ouais, je le sens, ça va mieux. Ah bah oui, ça va mieux, tu vois. Donc il y a aussi un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a des choses euh, pas quantifiables, je pense, tu vois, dans une séance d'ostéopathie, je pense. Enfin, Bah, si tu veux, pas quantifiable ou difficilement, si tu veux. On peut tout é- quantifier en réalité. é- écoute, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit pas quantifiable. Je suis pas d'accord avec le fait que du coup ça change l'hypothèse qu'on n'est pas obligé de chercher les blocages pour améliorer les choses, le fait qu'il y ait des choses non quantifiables. Et, euh, et du coup, si t'es ok pour dire que ça n'a pas changé ta croyance, on a fini l'entretien épistémique. On a arrivé à comprendre pourquoi on a fini l'entretien épistémique. On a arrivé à bien délimiter ta croyance. On est arrivé Mhm. à comprendre quand tu l'as cru. On a Ouais. discuté des éléments. La seule chose, je pense que là, je suis à peu près sûr et certain que rien ne changera ta croyance. Donc, on a déterminé que bah, là, pour le coup, on a vraiment, on a vraiment tout balayé et tout ça. Bah, c'est pas cohérent. Donc, rien ne changera la croyance. Donc, c'est OK. Hein, c'est pas le droit de garder cette croyance pour une raison ou une autre. Bah, du coup, je pense qu'on a accompli l'entretien épistémique. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi, on a discuté de pourquoi, on a vu que c'était invariable, et voilà. Je pense que Ok. c'est OK. Et juste, si tu abandonnes la notion de blocage en ostéopathie, tu fais quoi? Oh, bah, Parce que, je donne des formations. Je fais 2 jours de formation là-dessus, et les gens ils sont sur les rotules à la fin en disant c'est dense. Alors, je vais pas réussir à faire ça en une soirée, mais je peux te donner des indices si tu veux. vas-y. Moi, déjà, je vais donner une grande part d'importance à des facteurs psychologiques, mais pas tous les facteurs psychologiques. Les attentes, donc il faut faire des trucs qui correspondent aux attentes des gens. L'acceptation de la douleur, en gros, c'est parce que tout ce qui va être auto-efficacité à la douleur, tout ce qui va être tout ça, ça va être important. Donc les gens qui vont avoir tendance à éviter la douleur, c'est pas trop ce qui me semble intéressant, sauf chez des gens qui sont déjà dans l'acceptation de la douleur et chez qui ça va pas mieux. Tu vois. Donc, si les gens ils sont dans l'acceptation de la douleur, il faut qu'on leur apprenne à calmer un peu le jeu. Si les gens, au contraire, D'accord. ils sont en train d'éviter la douleur, bah, faut qu'on leur apprenne à aller, même si ça fait mal, ce genre de choses, tu vois. C'est une stratégie ultra intelligente que j'ai développée. Quand un truc marche pas, il faut changer. Bah ouais. Ils avaient besoin Bah de ça. c'est ça, l'ostéo, c'est quand un truc fonctionne pas, tu testes ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pareil. Mais Et après, bon, c'est pas valable, ok, mais c'est quand même comme ça qu'on réfléchit. t'as l'inflammation circulante qui va vraiment changer des choses. Si tu as de l'inflammation qui circule dans le sang, ça va vraiment changer, dire faut conseiller aux gens d'avoir une activité physique générale, ce genre de choses, pour diminuer les signes d'inflammation circulante. Donc, une personne obèse, par exemple, ça peut être très intéressant, ce qui a un syndrome métabolique, ce genre de choses. Tu vas avoir aussi tout ce qui va être sommation temporelle. Et là, cool, c'est une bonne indication pour la manipulation spinale. Quelqu'un qui a de la sommation temporelle, bonne indication pour la manipulation spinale. Parce que du coup, la manipulation spinale va activer les voies inhibitoires descendantes et changer probablement la sensibilité au niveau de la moelle épinière. Tu vas avoir du coup la perte des voies inhibitrices descendantes, très mauvaise indication pour la manipulation spinale. C'est quoi? Voilà, par exemple. Ouais, voie inhibitrice descendante, c'est Les une gens, douleur plutôt les gens, multiplastique. les, les gens qui ont mal,
tout, tu peux tout ranger dans douleur nociplastique parce que douleur nociplastique c'est très vaste et pour D'accord. ça. Mais les gens qui vont avoir des douleurs un peu partout et que tu leur fais des tests Ouais, pour bon. vérifier s'ils font de l'exercice et tu vois que leur sensibilité elle augmente, donc ils sont plus sensibles partout, ou tu leur fais, tu leur mets des claques et ils sont plus sensibles partout, bah, mauvaise indication pour la manipulation spinale. Ben, tu vois, ça typiquement, tu vois, l'ostéospathie, c'est tellement patient dépendant qu'on n'a même pas parlé de ce mec, de cette personne ou de cette femme ou cet homme. Il est possible qu'il n'ait pas de blocage, lui, tu vois. Et donc, le traitement, ça va plutôt être un traitement, effectivement, comme tu dis, discuter, écouter, crânien, des techniques globales, quoi, tu vois. Donc, finalement, effectivement, il y a des gens où le blocage, c'est pas ce que tu recherches dans la séance. Et ça, je te l'ai même pas évoqué, tu vois. Présence de Mais bon. neuropathie, ça peut être exactement la même chose que pour du coup que pour le syndrome de l'inflammation circulante. Pour moi, c'est assez similaire en termes de traitement parce que les mécanismes douloureux sont assez similaires. Donc, quand il y a des douleurs neuropathiques. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre dans mon cas? Bon, tu vois qu'il y a plein de choses encore. Il y a l'hypervigilance. Donc, du coup, bah, si tu vois, as un patient hypervigilant, peut-être que tu vas lui apprendre à réfléchir autrement. D'accord? Peut-être au lieu de se concentrer tout le temps sur sa douleur, essayer de la faire partir. Peut-être que tu vas lui apprendre Mhm. à bouger, à faire ce genre de choses. Enfin, bref, c'est très vaste et il y a plein de choses à faire, manuellement, avec la voix, ce genre de choses. Si le patient a des attentes négatives ou il a du catastrophisme, très bien. Et ben du coup, tu vas peut-être essayer de lui créer des attentes positives en lui faisant une manipulation. Ça diminue sa douleur à court terme. Et donc, tu changes son catastrophisme en lui faisant remarquer qu'elle t'a diminué sa douleur à court terme. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui vont Ouais, ouais. finalement, au fur et à mesure, améliorer le. Enfin, bref. Là, Ouais, j'ai oublié la mécanosensibilité. Tu as le genou qui est sensible, euh, et tu bouges au fur et à mesure, la douleur elle augmente, mais elle se calme vite. Bah, c'est une bonne idée pour faire de la mobilisation, qu'elle soit manuelle ou active, sur ce genre de choses. Enfin, bref, tu vois, d'accord. Ouais, il y a il y plein de a plein trucs. de choses à faire qui ne nécessitent pas de vérifier les gens qui sont D'accord. hypermobiles ou pas. Et dernier truc, tu vois, le fait que la manip spinale, elle améliore la sommation temporale, elle soit efficace dessus. Est-ce que tu l'as découvert toi-même ou t'as attendu de lire une étude pour le savoir? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quelle place a l'expérience chez toi dans ce que tu sais profondément, pas profondément, mais ce que tu as eu la preuve devant les yeux que ça fonctionne, quoi. Tu vois, parce que, Alors, bon, bref. là, là, j'ai lu des études sur le sujet. Donc, je peux pas t'inventer la sommation temporelle. C'est-à-dire que juste avant, j'avais un best guess, c'est-à-dire que ma meilleure idée, c'était que activer les voies inhibitrices descendantes, bah, ça va être une chose intéressante parce que donc du coup faire des exercices généraux, ça va être intéressant chez les gens qui ont des douleurs avec une sommation temporelle. Et j'ai vu des études qui montraient que la manipulation ça marchait bien. J'ai testé, ça correspond un petit peu aux études. Mais écoute, banco, tu vois. Mais du coup, j'ai de ça. Mais mon expérience, elle a une place pour combler des trous dans les études. C'est-à-dire que en fait, les études, elles peuvent pas tout évaluer, on est d'accord. Et c'est surtout il faudrait beaucoup plus de nouvelles études qui sortent assez régulièrement, avec des protocoles qui sont plus intelligents parfois, pour pouvoir évaluer tout dans l'expérience, pour pouvoir pas avoir besoin de l'expérience. Mais du coup, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, Mhm. je vais pas faire une mobilisation. Je vais pas. J'ai pas d'études qui m'indiquent comment je dois doser mes exercices ou ma manipulation chez quelqu'un qui est irritable. J'ai pas Ouais, d'études là-dessus. Que j'en bah oui. aurais, franchement, j'en aurais, ça m'aiderait. Donc, je me sers de mon expérience. J'ai remarqué que les gens, ils faisaient ça, ils avaient tendance à flamber derrière. Bah, je vais arrêter de faire ça. C'est ça, Mhm. là, c'est là où mon expérience, elle est importante, tu vois, pour combler les trous dans les Mais en fait, études. ouais, mais en fait, c'est vrai que vous, on pourrait dire que vous avez peut-être moins de trous entre les études. Je pense que, Tu penses pour moi, hein, pas? enfin, je pense pas parce que du coup, pour moi, je vois pas une grosse différence entre un kiné et un ostéopathe. Désolé, hein, du coup. Oui, Euh, mais je connais beaucoup d'ostéopathes qui pratiquent plus proche de moi en tant que kiné que que certains de autres kinés. kinés. Ouais. Oui, voilà. Donc du coup, je suis pas d'accord pour faire des séparations comme ça. Je pense que c'était une séparation qui était intéressante historiquement dans le développement de ce genre de choses. Arrivé en France aujourd'hui, quand on a une obligation de traiter en accord avec la science, il n'y a plus cette importance du dogme initial. Ouais. Mais tu peux pas faire ça. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'il faudrait que dans les écoles d'ostéo,
on est 2 ans minimum de plus pour apprendre les exercices. T'es d'accord? Sinon, je peux pas. Moi, je peux pas me mettre à rééduquer un genou chirurgie qui est une chirurgie. Enfin, c'est pas mon métier, tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut laisser les kinés faire ce qu'ils font très bien et laisser faire les ostéos ce qu'ils font très bien. Et certains qui veulent donner des exercices à leurs patients, c'est très bien. Voilà. Là, Tu, là, tu vois ce que je ouais, veux dire? là, tu parles d'un exemple précis où du coup on n'a pas on parle pas du même patient. Mais pour le même patient, là tu m'as parlé de rééducation d'un genou opéré. Mais pour un patient lombalgique, c'est quoi la différence entre un kiné et un ostéo? Le patient il a une lombalgie, il vient de voir. Si tu pratiques comme ça, je connaîtrais n'importe quoi que tu vas faire, je pourrais te trouver un kiné qui fait exactement la même chose que toi sans être ostéo. Peu importe ce que tu feras. Parce que Ah, il y a, pourquoi? parce qu'en fait, il y a plein de kinés qui pratiquent. Ils sont ostéopathes. Non, parce qu'il y a plein de kinés qui pratiquent avec des modèles, des croyances différentes. Et il y a plein d'ostéos et tout ça qui font la même chose. Et donc, il y a des ostéos qui ont des modèles et croyances qui seront plus proches des miennes que d'autres kinés. Ouais. Mais je sais pas, enfin, je trouve pas que le modèle ostéopathique que je t'ai présenté me semble fou. T'as un patient, il a mal au cou, il tourne pas la tête à droite. Le but de la séance, c'est d'améliorer la rotation droite. Après, on a nos outils, tu vois. Je trouve pas ça délirant, hein. Parce que Je l'ai dit, certains, ils me qualifient de fou, mais je sais pas, ça me paraît pas fou, hein. je l'ai dit au milieu du live, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut totalement exclure. Parce que qu'est-ce qui nous permet d'exclure ça? C'est Bah, exactement les études de les études fiabilité. Voilà, les études les de études dont je te fiabilité. parlais, fiabilité, et les études du coup, où tu fais des manipulations n'importe où, ça marche pareil. Ou même les études où tu compares la manipulation avec du coup des exercices, et tu as des effets similaires. Donc, autant dire que ça permet pas d'exclure l'importance de la mobilité, mais ça dilue quand même fortement la probabilité. Et donc, du coup, et l'étude de Branet, par exemple, où il a la fluoroscopie, là, tout ça, et du coup, il a fait une fluoroscopie pour voir comment ça bougeait, et vous voyez qu'il n'y avait pas de rapport avec l'amélioration des douleurs et l'amélioration de la mobilité. Ça, Mhm. ça diminue fortement la probabilité, mais ça ne l'exclut pas Ouais, totalement. d'accord. Donc, faudrait voir alors, parce que bon, j'ai lu d'autres études, mais sur le fascia lombaire, par exemple, tu vois, la souplesse du fascia lombaire en flexion de lombaire est améliorée par une technique massage myofascial release. Tu connais? Oui, C'est les techniques oui, de oui. fascia, quoi. Donc ça, enfin, peut-être qu'il faut pas regarder l'articulation, mais c'est peut-être vrai, peut-être qu'il faut regarder autour. Et donc, Ouais. tout ce qu'on a fait, c'est de la merde. Toutes les études sont pas bonnes, tu vois. C'est possible. Bah non, parce que du coup, il y a encore des études qui montrent que la manipulation à distance, manipulation au pif, ça marche aussi bien que manipulation pile aux endroits où tu sens les hypomobilités et ce genre de choses. Ben, Il y a des études où tu faisais exprès de dire au thérapeute, traitez là où il semble bon de traiter. Donc ils faisaient leurs tests, ils vérifiaient, et où on disait, traitez toujours L4. Limbarol, L4. Pareil, même résultat. Mais c'est normal, voilà, mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours lire les études. Est-ce que tu sais très bien que le limbarol, c'est pas L4, c'est tout le dos qui tourne, même les cervicales. Donc, tu vois, c'est dangereux de prendre de déduire des trucs, genre la dysfonction, il se passe parce que le limbarol, il marche L4 ou L3. On le sait très bien que c'est pas spécifique en plus. On est Le, d'accord, le, mais le, je je sais pas, ça, je te donne. ça ne démontre pas, hein. Est-ce que je te dis que ça ne l'écarte pas, ça diminue fortement la probabilité. Tu diminues la probabilité au fur et à mesure. Plus tu as d'études comme ça qui sortent, moins ta probabilité. C'est comme l'histoire du dragon dans le garage. Est-ce que tu connais le dragon dans le garage de Carl Sagan de Dans le Henry Zen? gars, vas-y, Je te dis-moi. dis, Je j'ai un crois que je dragon connais, dans mon mais. garage. J'ai un dragon dans mon garage. Ah oui, 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 oui. Prouve-le-moi ou dis-moi que j'ai tort, je sais pas. Non, non, j'ai un dragon dans le garage. Et du coup, tu me crois, on est d'accord. J'ai un dragon dans mon garage. Ça Non, va tu être me crois dur. pas? Tu me crois? Bah si, crois-moi. J'attends que tu me montres. J'attends que tu me montres, mais Non, mais tu peux pas le voir parce qu'il est invisible. C'est ça un se dragon, mais il complique. est invisible. Tu me crois maintenant? C'est dur, c'est dur. Donc là, tu peux me Fais-le-moi dire n'importe toucher. quoi. Non, Ben Oui, non, mais parce que voilà. c'est un dragon Oui, mais non. immatériel. Il est sur un autre plan de dimension. Mais il est là. Bien sûr. C'est un dragon invisible immatériel. Donc tu pourras pas le toucher non plus, évidemment. Mais il crache du feu. Mais c'est du feu sans chaleur. Malheureusement, tu pourras pas le mesurer. Tu vois, en fait, tu peux toujours sortir une explication a posteriori de pourquoi les tests ne marchent pas. Et je suis sûr que si je te donne une étude que tu n'as pas encore lue, tu vas me trouver une explication de pourquoi elle ne marche pas.
Je sais laquelle c'est. Non, mais n'importe quelle étude, C'est- j'en ai des dizaines. Je peux te Ah sortir non. n'importe Ouais, non. je peux te sortir n'importe quelle étude que je te sors, tu vas me trouver une explication de pourquoi ça marche pas. Et tu sais pourquoi tu vas trouver une explication avant que je te sorte l'étude, avant de l'avoir lu, pourquoi ça marche pas? C'est parce que tu veux pas changer de croyance. Et c'est tout, et c'est pas grave. D'accord? Ouais. Mais du coup, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je te dis qu'on a réussi l'entretien épistémique, dans la mesure où on est arrivé au bout. Ça va. Ouais, non, mais bon, après, enfin, je peux comprendre, mais je vois pas l'intérêt de changer finalement l'approche ostéopathique, tu vois, parce que elle a eu des résultats sur des gens, elle en aura encore, tu vois, et elle permet de combler un trou, comme je te disais, sur certains patients qui, pris en charge par d'autres gens, ne verraient pas d'amélioration. Donc, je vois pas pourquoi on ferait disparaître cette approche manuelle Parce que tu vois, je vois pas l'intérêt, même si on c'est se à bat 100% avec de des études résultat. pour dire que ça existe ou pas. Bah non. Mais Bah parce non, que, comme je t'ai dit, mais si tu veux, si tu veux, tu vois, c'est certains patients. si tu veux améliorer, tout changement n'est pas une amélioration. Mais toute amélioration est un changement. Si tu veux espérer arriver un jour à 100%, il faut faire des changements. Et donc, c'est Ah pour ça oui, qu'il faut bah oui. changer des trucs. Donc, après, on ne saura pas si le changement il est bon ou pas sans l'avoir évalué. Mais toujours est-il que si tu veux espérer un jour avoir une amélioration, eh ben, il faut que tu fasses des changements. Si tu veux espérer un jour arriver à 100%, moi, j'aimerais bien que quand un patient arrive, je suis sûr à 100% Ah d'avoir bien sûr. une amélioration. Donc, quel est l'intérêt? Bah, moi, j'en vois un, c'est que faut qu'à un moment, on essaie de nouvelles choses. Bien sûr. Mais moi, tu vois, je suis pas du tout fermé à ajouter à cette pratique d'autres choses. Par exemple, tu vois, des conseils de hygiéno-diététique font quasiment partie de la séance, tu vois. Enfin, pas toujours, bien sûr, parce que des fois, j'ai pas eu le temps en 1 heure plus de la thérapie de comprendre pourquoi le patient, bah, ça va pas, tu vois. Mais mais mettre l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie, ça c'est déjà énorme. Si un thérapeute au monde arrivait à améliorer par des petits conseils précis qui peuvent être suivis tous les patients par l'hygiène de vie, plus la méthode de soins qu'il utilise, ça serait déjà beau. Mais déjà, maîtriser l'hygiène de vie, c'est déjà, je pense, compliqué. Tu vois, maîtriser l'alimentation, c'est un métier, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on n'arrivera pas à être je pourrais pas être aussi bon que toi et toi aussi bon que moi, je pense, tu vois, en manuel et moi en exercice. C'est pas possible parce que on donne pas autant de temps chacun à la pratique de l'aide. Donc, je sais pas pourquoi on devrait, tu vois. Ça dépend ce que tu appelles devenir aussi bon. Si j'arrive à avoir les mêmes résultats que toi, je pense que je suis aussi bon. Et si pour Ok. arriver au même résultat, j'ai pas besoin de chercher le blocage et d'avoir une thérapie précise, bah, j'ai gagné du temps, ce qui me permet d'être meilleur sur les autres trucs. Possiblement. À voir, faudrait voir le nombre de séances, mais tu vois, après, voilà, c'est compliqué. Ouais, Et c'est difficile parce que je suis d'accord, et c'est pour ça qu'on a besoin des études. Enfin, bref. c'est difficile. Ça va, ouais. Toujours est-il que je te remercie de t'être prêté au jeu, de t'être fait insulter en commentaire, Pas c'était intéressant. facile, pas facile. Oh non, ça va. De toute J'espère que tu vas façon, bien. je m'en doutais un peu. Oui, ça va. Mais je l'ai pas lu, hein. J'ai pas tout lu, Moi hein. j'étais surpris. J'avoue, j'étais surpris. De Je pense quoi? qu'il y a beaucoup après il y a des gens qui réagissent négativement. Tu as C'est- annoncé que c'était un entretien épistémique, qu'il fallait arriver sur les croyances et tout ça. Enfin, bref. Bah, de toute façon, voilà, je pense que tout le monde a des croyances mais moi je connais la communauté ostéopathique qui sont proches malheureusement de personnes comme toi et Laurent Fabre et d'autres et je les connaissais déjà donc ça m'étonne pas du tout que ce genre de réaction et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont détestés au sein de la profession et qu'en fait quand on parle à d'autres ostéopathes ceux qui foutent le bordel chez les ostéos même si l'enfer avait une bonne intention on sait très bien qui c'est À, parce co- que à combien, voilà c'est comme ça. à combien de pourcents tu crois qu'ils sont détestés? C'est pour rien. On va faire notre Non, non, entretien mais épistémique. Bon, bref. non, mais voilà. Je te remercie je te remercie. Peut-être qu'à un moment, tu me diras que du coup, tu as un peu réévalué ta croyance, tout ça, et que tu as changé les choses dans ta pratique. Peut-être que moi, je te dirais que, en fait, finalement, il faudrait peut-être que j'évalue le blocage. On verra ça. Et Si t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Hein. Si t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Si t'arrives avec d'autres moyens. Sauf que moi, je vais avoir du mal à devenir aussi bon que toi avec tes moyens, tu comprends? C'est logique. Je peux pas d'un coup arrêter d'être un ostéopathe. Je peux et devenir kiné, c'est impossible. Je suis désolé. bah C'est oui, pour ça que c'est un doux rêve de mettre les deux métiers ensemble. Ça me paraît compliqué, tu vois. moi, ça me paraît pas Tu vois compliqué. ce que je veux dire? Ça me paraît long, pas compli et ça me paraît pas impossible. Enfin, ça me paraît pas un rêve. Ça me paraît juste que
faut qu'on forme les nouveaux comme on veut qu'ils soient Ouais. plus tard. C'est tout. C'est comme Mhm. ça. Il n'y a rien d'impossible dans tout ça. Et je t'ai pas demandé d'arrêter d'être ostéo, parce que du coup, c'est pas ce que je pense. C'est juste que pour moi, l'ostéopathie, c'est plus large que de chercher juste des dysfonctions. Euh, qu'il y a d'autres manières de pratiquer l'ostéopathie. Et du coup, il y a des manières qui sont plutôt assez similaires à comment on pratique un kiné. Donc, voilà. Bah, écoute, moi, tu sais, on a orienté la discussion sur le blocage, on est d'accord. Oui, Mais je fais pas que ça, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, enfin, j'espère que je suis pas passé pour le mec qui fait péter toutes les articulations bloquées de A à Z, tu vois. Genre, c'est un peu plus fin que ça, tu vois. Donc, je suis d'accord que c'est. Mais après, moi, je trouve quand même que c'est intéressant de travailler sur ça à l'heure actuelle. Mais comme tu dis, peut-être qu'un jour, je n'aurai plus besoin de trouver ces zones plus bloquées que d'autres. Ouais, Peut-être. écoute, on verra bien. Écoute, En tout je cas, te, c'était cool. Merci hein, de l'invitation. je te souhaite une bonne soirée et c'est cool que ça y a, qu'il y ait eu- les gens ils sont restés et apparemment je pense que le fait qu'ils se foutent sur la gueule en commentaire, ça a pas mal aidé à ce qu'ils aient envie de rester. Donc c'est cool. Ah bah tu vois, Euh, Lucie qui est en commentaire, Ostéo Elné, c'était, je la connaissais, enfin je la connaissais on va dire. Donc elle était à Marseille. Et ouais, ben de toute façon voilà, si on arrive à s'améliorer, c'est cool. Bah écoute, merci Anthony. merci. Bisous à toi. Salut, bonne Ciao ciao. soirée. 10 mois plus tard, Ferdinand nous a fait un retour. Salut tout le monde, c'est Ferdinand. Donc je viens faire un petit retour de l'entretien épistémique qu'on a fait avec Anthony. Donc premièrement, je voudrais éclairer un petit peu mes réponses, etc. C'est que tout simplement, je ne savais pas exactement ce qu'était un entretien épistémique avant de le commencer. Ce qui fait que mes réponses n'étaient pas forcément celles attendues par Anthony en tout cas. C'est-à-dire que quand il me posait une question sur à combien de pourcents est-ce ta croyance, cela, est-ce que c'est oui ou non, tu penses que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est utile ou pas, etc. Et donc les réponses à oui ou non en pourcentage, je ne répondais pas forcément directement et je continuais à argumenter en fait, tout simplement parce que je n'avais pas compris que l'entretien épistémique, c'était pas une discussion entre Anthony et moi, c'était juste un entretien pour comprendre mes croyances. Et ça, je l'avais pas compris en fait. Ce qui mène à une vraie discussion, ce que je pensais que c'était en fait, et donc plutôt des débats, des argumentations, des réponses, etc. Mais c'était pas vraiment le sujet en fait de base, ce qui a donné une discussion qui, à mon sens, après réécoute, moi je la trouve très intéressante. Donc on n'a pas le point de vue d'Anthony évidemment, donc donc ça c'est pas une vraie discussion, mais en tout cas pour mon point de vue, je trouve que bon, ça a duré 2 heures, hein, donc on a eu de quoi dire et je trouve que c'est quand même assez fidèle. C'est pas trop simpliste, donc ça c'est parce qu'on a parlé 2 heures, je pense. Donc voilà, je remercie Anthony qui laisse parler quand même, hein. Honnêtement, on entend bien qu'il me laisse parler énormément, donc je peux m'exprimer sur ce qui était ma vision de l'ostéopathie. Et je pense qu'elle est plutôt bien retranscrite, même si c'est pas du tout, on n'a aucune idée de comment je pratique, mais en tout cas dans la pensée, ce qui est pas la pratique, mais ce qui est déjà bien. Anthony m'a demandé de parler de mon cheminement de pensée et de ce que j'ai ressenti lors de l'entretien et après. Honnêtement, tout le début, j'ai trouvé que c'était une super discussion, ça m'a fait chauffer les méninges, on a dû chercher ensemble qu'est-ce qui pouvait expliquer cliniquement une amélioration d'un symptôme à un endroit en traitant un autre. Voilà, ensuite tout ce qu'on a discuté sur les tests, grande mobilité, petite mobilité, tout ça, c'était assez intéressant. Et ensuite, vers la fin de l'entretien, c'est là où ça s'est un peu gâté parce que quand il commençait à me dire bon ben l'entretien est fini, moi je comprenais pas mais qu'est-ce qu'on avait fini en fait. Parce que comme je l'ai dit au début, j'avais pas compris ce qu'était un entretien épistémique. Voilà, je pensais qu'on était en train de discuter en fait. Ce qui veut dire que on était en train de chercher qu'est-ce que je croyais. Et donc moi, arrivé à la fin, il me dit bah c'est bon, on a trouvé tes croyances et tout ça. Et donc voilà. Pour lui, dans sa tête, c'était clair. Dans la mienne, pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup d'influenceurs de santé, notamment ostéopathes, quand ils parlent de croyances, en fait, c'est un point de vue négatif. Donc quand à la fin de l'entretien, on conclut sur oh, t'es un croyant en gros, tu crois en ça, et tu changeras pas d'avis. Et bien en fait, c'est extrêmement désagréable quand tu as l'impression un peu d'être critiqué, quoi. Mais je le répète, c'est pas du tout la faute d'Anthony, et c'est pas la faute de l'entretien épistémique, c'est ma faute parce que je savais pas qu'on faisait ça en fait. Comme je l'ai dit au tout début, j'avais pas vraiment compris ce qu'était un entretien épistémique. Donc après discussion avec Anthony qui m'a dit non mais la croyance c'est pas forcément négatif, c'est juste t'as le droit de croire et des fois il y a des croyances qui sont fondées, des croyances qui sont infondées,
Donc qui sont des croyances qui sont des connaissances et des croyances qui n'en sont pas. Donc finalement, avec toutes ces études, on s'accorde pour dire que la dysfonction très, 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 très précise, ça n'existe pas. Mais la dysfonction, ce qu'on sent avec nos mains, les blocages, les pertes de mobilité, les sensibilités, les tissus un peu plus durs, ça a l'air plutôt d'exister. Puis cliniquement, est-ce que c'est efficace? C'est utile d'aller chercher cette petite dysfonction, précise ou juste à côté? Non, il y a pas vraiment de différence. Même si c'est quand même un peu mieux de se rapprocher de la zone, qui est censée, être un peu plus bloquée, quoi. Donc voilà, finalement conclusion, oui, je crois que c'est intéressant de chercher ces choses et finalement, je me suis rendu compte par mes recherches, postérieures, enfin après, cet entretien, que finalement c'était partagé, via des études qualitatives, c'était partagé par absolument tous les ostéopathes, quasiment, hein. En termes d'entretien qualitatif, il y a des ouvrages pour, t'expliquer comment tester et cetera. Bon, voilà. Donc finalement, au pire, c'est une croyance, mais qui est partagée par, tous les ostéopathes et aussi les patients qui, quand ils viennent avec une douleur, souvent ils sont aussi bloqués. Donc, j'ai rien inventé, quoi. Et finalement, toutes les études du monde en ostéopathie qui démontrent une efficacité faible ou grande sur n'importe quel trouble fonctionnel, n'importe quelle douleur, finalement, c'est toujours basé sur des choses comme ça, sur ce genre de choses, c'est-à-dire des techniques basées sur des zones qui bougent moins, quoi. Ou alors sur la zone de la douleur, mais comme on l'a dit, la zone de la douleur avec la protection musculaire, elle bouge moins que les autres. Finalement, voilà, je suis croyant de ça, mais à mon avis, je suis pas sûr que ça soit une connaissance, mais en tout cas, c'est certainement pas quelque chose qui a été, comme disait, Anthony d'ailleurs, qui a été, infondé, quoi. Enfin, on dit pas que c'est complètement n'importe quoi d'aller chercher des zones un peu plus bloquées que les autres, que c'est inutile, voire néfaste. Donc, un petit peu difficile sur le moment, parce que je ne savais pas ce qu'on faisait. Après, quand j'ai compris ce qu'on faisait, c'était une très bonne expérience avec Anthony et je pense qu'on pourrait encore discuter de longues heures. Après, voilà, je dirais quand même que la partie où c'était un peu une étude contre une étude, c'était un peu plus chiant parce que comme les études, on sait qu'elles sont pas forcément super, surtout dans les tests, surtout en ostéo. En fait, on discute de connaissances parce que le résultat d'une étude est censé être une connaissance, mais en fait, on discute sur des études qui sont souvent mal faites et normalement, une preuve scientifique, c'est au bout de 3 études qui sont à peu près pareilles, enfin la reproductibilité, quoi. Donc discuter d'une étude isolée qui a testé quoi, bon, je sais pas si finalement on pourrait, se baser ça et donc j'ai préféré le début où on parlait un peu de manière théorique, de manière générale avec moi j'aime bien prendre des exemples, mais voilà, ça reste, général, quoi. Je préfère les discussions un peu plus philosophiques finalement, même si c'est pas de la philosophie, mais d'ordre général que de parler d'une étude. Parce que finalement une étude, soit on fait 2 heures sur une étude pour voir tous les problèmes et on en discute, ça s'appelle de la science et de l'esprit critique, mais après aller rapidement d'une étude à l'autre sans pouvoir la critiquer, pour moi c'était pas très agréable. Voilà, mais j'aime pas trop, mais c'est comme ça, hein, c'est moi, voilà, c'est pas mais sinon voilà, l'entretien était excellent, je trouve, voilà, c'était très bien. Voilà, et dernière chose aussi sur la fin de l'entretien qui m'a mis un petit peu mal à l'aise, c'est le fait que généralement quand on discute entre 2 personnes, à la fin, chacun a donné ses arguments et soit on finit sur en étant d'accord, soit chacun arrondit un peu ses bords et on tombe à peu près d'accord, soit on n'est carrément pas d'accord, soit même on peut dire, finalement on n'est pas d'accord mais c'est OK, voilà, chacun a son point de vue. Et comme c'est pas du tout le but de l'entretien épistémique, on finit pas comme ça. On finit sur, un état des lieux de ce que je pense, mais j'avais pas le retour, finalement, mais qu'est-ce que tu penses de ce que je pense? Anthony, qu'est-ce que tu penses? Et cetera. Donc ça m'a un petit peu perturbé. Et c'est pour ça qu'à un moment, je demande à Anthony: «Alors, mais qu'est-ce que tu me proposes?» Parce que dans ma tête, c'était: «Bon, je suis un croyant d'un truc pas bien», mais c'était pas forcément ce qu'il disait, hein, attention, hein, mais c'était ce que j'ai compris sur le moment, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas forcément la réalité, ce qu'on comprend de la réalité, c'est pas forcément la réalité. Donc je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu me proposes?» Et là, en fait, c'est pas le but de l'entretien, mais il a été gentil, il m'a pas dit: «Mais on s'en fout». Il m'a répondu: voilà, tu qu'à faire ma formation et tout ça» et donc moi qui réfléchis, je sais très bien que si je fais 2 jours de formation avec, Anthony, je vais pas pouvoir abandonner absolument toute ma pratique depuis 9 ans ou je sais pas quoi. Et je vais pas obtenir un diplôme de kiné qui va me permettre de faire, 10 séances d'affilée avec que des exercices, doucement, et cetera. Donc voilà, me sentant un petit peu désemparé à la fin de cet entretien parce que, je pouvais pas remplacer cette croyance par autre chose, en tout cas directement, sans autre réflexion, sans autre travail et cetera. Voilà, il y avait un petit malaise qui s'installe, mais finalement voilà, Anthony a été très cool avec moi en texto, en MP, par la suite et m'a expliqué déjà que croyance c'était pas grave et donc finalement j'avais pas forcément besoin, de modifier mes croyances parce que, on s'en fout, chacun croit ce qu'il veut et en fait la discussion n'était pas arrivée non plus pour dire que ce que je disais était, comme la terre plate, quelque chose qui est complètement scientifiquement non admis, infondé. C'était pas forcément c'est ce qu'en dit Anthony, hein, c'était pas forcément la plus difficile à croire, compte tenu que les patients se sentent aussi bloqués donc nous si on se trouve des blocages, c'est peut-être parce qu'ils sont là. Après,
On n'a pas démontré que c'était vraiment extrêmement plus utile, cliniquement, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est pas démontré que c'est mauvais de le faire. Donc en fait, voilà, à la réécoute et après discussion et réflexion personnelle, finalement, l'entretien épistémique s'est très bien passé au final. Même si sur le moment, à la fin, c'était un peu étrange pour moi, parce que je pensais que c'était une discussion, je le répète encore. Voilà, mais sinon, merci encore Anthony. Et pour m'avoir laissé parler, donner mon point de vue, alors que je suis un random, donc c'est quand même sympa. Et bien, peut-être qu'on rediscutera par la suite sur l'ostéopathie et la thérapie manuelle. Moi, je serais très ouvert en tout cas. Et là, je voudrais revenir sur deux petites choses qui me paraissent importantes en ostéopathie, qui est la première, la dysfonction ostéopathique, et le deuxième, la perception, donc particulièrement le toucher, dans une consultation d'ostéopathie. Pour ça, je vais m'appuyer sur deux gars assez connus. Donc le premier, Laurent Fabre, donc son fameux chapitre dans la mythologie ostéopathique sur la lésion ostéopathique. Il décrit à la toute fin donc, un schéma en fait qui explique ce qu'on sent avec nos mains, la fameuse dysfonction somatique. Donc le schéma commence par la personne a subi une blessure, donc va arriver des processus physiologiques qui sont la réparation de l'inflammation, donc voilà, de la cicatrisation, de la fibrose, du remodelage. À ce moment-là, le système nerveux et le corps du patient va se mettre en protection et va déclencher de la douleur. Donc associé à cela, il y aura quelques signes cliniques associés à ces processus physiologiques qui seront la contraction musculaire, la restriction de mobilité et la modification de la proprioception et du contrôle moteur, associé, en termes de douleur, à de l'allodynie et de l'hyperalgésie primaire. Tout ça, ça se confond parfaitement, en fait, finalement, avec la dysfonction somatique ostéopathique, c'est-à-dire on sent des muscles un peu plus contractés, ça bouge moins, et voilà, contrôle moteur, proprioception peuvent être altérés, plus de la douleur. Donc, dans un contexte optimal, la personne va guérir toute seule. Il n'y a pas besoin d'aller chez l'ostéo. Mais dans un contexte non optimal, comme on l'a dit plusieurs fois avec Anthony, stress, sommeil, fatigue, etc., là, on va rester dans un cercle vicieux de protection et de douleur qui vont s'engendrer. La douleur va amener la protection va amener la douleur. Et donc finalement, il va arriver, le patient, dans un maintien des signes cliniques inappropriés, qui seront ceux que j'ai déjà nommés, donc contraction musculaire, restriction de mobilité, modification de la proprioception et du contrôle moteur. Et plus ou moins, cette fois, ça passera en hyperalgésie ou allodynie secondaire, parce que la lésion aura été guérie dans le temps, normalement. Donc finalement, dans cet article, Laurent parle de mythologie en termes de dysfonction, mais en réalité, il faudrait abandonner ce terme de dysfonction dans le sens où on l'a étudié scientifiquement, c'est-à-dire la fameuse ERS droite de D4, ou C3 à gauche, etc. Ce genre de choses, il faut arrêter. Il ne faut pas le dire au patient, il ne faut pas le dire à un médecin, ni même à un autre ostéopathe, parce qu'on le sait qu'un autre ostéopathe, de toute façon, il trouvera autre chose. Et nous, même si on reteste le patient demain, on trouvera autre chose. Cependant, ça n'invalide pas le fait que quand on sent, on touche, on pose nos mains le long d'un rachis d'une personne, sur une épaule ou sur un genou qui vient d'être blessé ou qui a été blessé, on peut retrouver ces choses, cette perte de mobilité dont j'ai énormément parlé dans notre entretien. Voilà, donc le chapitre mythologie ostéopathique de Laurent Fabre n'invalide pas l'idée de sensation palpatoire que l'on ressent et qui peut nous aider dans le raisonnement clinique ostéopathique et dans notre traitement manipulatif. Cependant, il propose juste d'arrêter d'employer les termes de dysfonction pour L3, L2, etc. comme il est effectivement appris en école. Mon avis est que pour l'école, on est encore obligé de le garder parce qu'il faut quand même cadrer et objectiver pour les étudiants. Mais après, rapidement, il faut arrêter d'effectivement de parler de dysfonctions qui sont beaucoup trop précises, pas du tout reproductives, fiables, elles sont très changeantes, etc. Mais par contre, dire qu'il y a une dysfonction dans les lombaires parce que le patient a une lombalgie, moi, ça me paraît pas complètement fou. En tout cas, il y aura de la protection et donc de la contraction musculaire. Donc, il faudra bien trouver des muscles contractés. Hein. Aussi, je reviendrai sur une chose qu'on a dit avec Anthony, par rapport au fait que Laurent Fabre serait un ostéopathe qui ne travaille pas ou très peu avec ses mains et qui donne beaucoup d'exercices. Oh là la team, j'interromps le vocal de Ferdinand juste pour vous signaler qu'ici, il y a une petite confusion de sa part. Ce qui avait été dit dans la première partie de l'entretien, épisode 9 à la 40e minute, c'est qu'il y a des formateurs en ostéopathie comme Laurent Fabre qui ne cherchent pas de blocage pour travailler. C'est un petit mélange sur lequel j'ai une hypothèse. Et j'y reviens un peu à la fin de cet épisode parce que je pense que ça peut s'expliquer. Eh bien, j'ai eu la chance de faire sa formation sur les neuropathies en août, donc après l'enregistrement du podcast, et je suis content de m'être méfié de ce que disaient les gens de Laurent Fabre, parce que j'ai jamais entendu dire Laurent Fabre, je ne fais pas de thérapie manuelle. Donc il nous a clairement dit que finalement, il nous a dit cette phrase. Beaucoup de gens disent que je n'utilise pas mes mains dans le soin, et ben c'est pas vrai, moi je les utilise toujours, même si c'est pour guider des mouvements, ou faire parfois de la manipulation, ou du mot tensif, ou n'importe quoi. Mais voilà.
Finalement, il utilise ses mains, et non, c'est pas un thérapeute hands-off 100%, c'est pas ni 80% d'ailleurs. Donc voilà. Donc finalement, il faut quand même toujours revenir sur mais montre-moi ce que tu fais, parce que peut-être qu'on fait la même chose en fait, hein, donc faut faire attention. La deuxième personne que je voudrais citer, c'est le docteur Paul Vaucher, donc, que j'ai entendu grâce à une formation e-learning sur Cookie Learning, vous le retrouverez facilement. Donc lui, il a fait son doctorat sur la perception. Donc c'est de la neuroscience, donc ça, je ne vais pas m'étaler dessus. Par contre, il a aussi encadré un mémoire suisse, il me semble, de fin d'études sur les tests en fait en ostéopathie. Et en fait, il nous montre un schéma où il y a 6 étapes différentes de tests, de l'observation au test actif, au test passif, etc. Ce qui signifie que nos tests de dysfonction ostéopathique sont une partie de ces 6 étapes. Et dans ces 6 étapes, comme c'était un entretien qualitatif avec plein d'ostéopathes, eh bien, chacune de ces 6 étapes, il y avait des variations selon les ostéopathes à l'intérieur de ces étapes. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un détail d'une séance d'ostéopathie, la fameuse dysfonction sur laquelle on a énormément parlé avec Anthony. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on a d'autres infos sur le patient, l'oral, etc., l'observation. Et donc, finalement, on pourrait dire que cette dysfonction, elle est juste là, cette sensation de blocage, elle est juste là pour savoir un peu choisir le geste manipulatif, pour se guider, si est-ce que je vais tirer plus à droite, est-ce que je vais peut-être faire plus une inclinaison, une rotation, etc. Et bien sûr, le plus important, et ça c'est ce qu'il apporte plutôt via les perceptions plutôt que dans ce mémoire sur les tests, c'est qu'en fait il faut partager. C'est un moment de partage, le soin ostéopathique, il faut partager ses perceptions, il ne faut pas se les garder. Parce qu'en fait le problème d'une perception, c'est qu'elle est propre à chacun. Ce qui veut dire que pour la rendre réelle, il faut en fait la partager avec le patient et voir s'il est d'accord avec vous. Et donc ça, j'en ai déjà parlé avec Anthony. Et donc finalement, ce sera ça l'important. Ce sera, tu as le droit de sentir des choses, on sait qu'elles ne sont pas forcément vraies, mais cependant, ensuite, il faut les partager avec le patient, voir si il est d'accord, et en fait, cela le rend actif de son traitement. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir le changement, une transformation. Et c'est ça qui va aider le patient, c'est de sentir que sa zone douloureuse était bloquée, restreinte, ou même, voire juste douloureuse, hein, tout simplement. Et en fait, c'est l'heure de la manipulation, de la mobilisation, du toucher. En fait, avant, il sent et on est tous les deux d'accord, et à la fin, il sent, on est tous les deux d'accord qu'il y a un changement, et souvent vers le positif. Et c'est ça qui va aider dans le soin ostéopathique aussi. Voilà, et pour finir, une de mes pensées à moi-même, c'est que finalement, nous nous sommes inspirés énormément des tests médicaux et des études sur la fiabilité des tests médicaux pour s'intéresser à la dysfonction ostéopathique. Sauf que la différence, c'est que nos tests n'indiquent pas aux patients des pathologies. Si tu as un test orthopédique de tiroir antérieur positif, tu vas peut-être finir sur la table, au bistouri, quoi, sur une table de chirurgien. Tu auras une rééducation de 6 mois, il faudra faire tous les jours un peu des exercices, etc. Donc c'est assez lourd. À l'inverse, si je te dis que tu as une dysfonction de D4, ça va faire quoi dans ta vie? Rien du tout. C'est-à-dire qu'on a mis sur le même plan des tests cliniques qui t'amènent à aller consulter sur 30 séances de rééducation ou une chirurgie avec une anesthésie générale, etc. Et des choses qui n'engagent à rien, c'est-à-dire avoir des 4 ou des 3 en dysfonction, ça va pas changer ta vie. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ces dysfonctions ne servent qu'à l'ostéopathe pour savoir où placer ses mains lors du soin, préférentiellement. Mais en réalité, comme on l'a vu avec Anthony, peut-être que si tu décales de 1, 2, 3, 4 vertèbres, ça va pas changer grand-chose. Comme, enfin, ce qu'on a discuté basé sur des études. Par contre, si tu as un test de tiroir positif alors qu'il est négatif et que on n'aurait pas d'autres gold standards et que d'un coup on t'emmènerait en chirurgie directement, là, si on s'était trompé, ça serait un peu embêtant. Ce qui n'est pas le cas de D4 ou D3. Et en fait, c'est-à-dire qu'on demande un niveau de précision en termes de clinimétrie au test ostéopathique beaucoup trop élevé, il me semble, par rapport à ce qu'ils impliquent réellement dans la pratique et dans la vie du patient. Le patient, ça ne lui change rien. L'ostéopathe, ça lui change à peine. Donc, je pense que chercher une clinimétrie énorme pour des tests qui sont juste là pour savoir si je dogue à droite ou à gauche, finalement, on s'en fiche. Donc ça, c'est ma petite pensée sur l'importance de fiabilité, finalement, de ce test précis. Il n'est pas si important, je pense. Et donc, j'en reviens au premier propos, finalement, que j'ai eu avec Anthony, et qui me semble être finalement ce que j'avais réfléchi par rapport au test, c'est que finalement, ce qui est important, c'est surtout les tests de grands mouvements. C'est le patient qui a une abduction d'épaule bloquée, ou une rotation droite de tête bloquée. Eh bien, c'est ça qu'il faut améliorer,
parce que c'est ça la vie du patient, c'est pas la dysfonction de D4. Donc, pour moi, je pense que c'est important de garder la dysfonction déjà dans un point de vue pédagogique pour les élèves, pour qu'ils apprennent à palper et à sentir et à s'intéresser à des choses qui sont fines. Parce que si tu leur dis, tu testes les abductions, tu testes les abductions, mais après, tu vas faire quoi comme technique? Donc je pense que pour un point de vue pédagogique et de précision, je pense que c'est mieux. Après, voilà, les études ont l'air de dire que c'est pas énormément mieux de traiter sur un truc bloqué, mais pas l'autre. Mais si j'ai bien compris les études que avançait Anthony, finalement, c'était quand même légèrement mieux. Pas cliniquement ou pas statistiquement, mais c'était quand même mieux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison pour moi d'arrêter de tester les dysfonctions. Après, ceux qui arrivent à arrêter de tester les dysfonctions, c'est très bien. Et dernier truc, je pense que c'est souvent des bagarres de mots, j'ai l'impression, dans les délires un peu scientifiques en lien avec l'ostéopathie. Où en gros, l'ostéopathie scientifique, ce serait pas d'énormes changements dans les mains et dans les techniques, ce serait plus des changements dans le discours. Donc finalement, je me pose la question, est-ce que finalement, on serait pas là-dedans encore une fois au niveau de ce débat de je teste un truc bloqué, je teste pas un truc bloqué. Parce que finalement, si un thérapeute OBP qui dit j'ai abandonné le concept de dysfonction somatique, mais qu'après si tu vas dans son cabinet et que finalement avant de faire un dog, il palpe, il dit c'est sensible, oui c'est dur, oui, à son patient lui répond, et ensuite tu dogues à l'endroit où il sent que c'est dur, que c'est sensible, etc. Et finalement, ça c'est les critères du TART, T-A-R-T, qui sont les critères objectifs, même s'ils sont pas faciles à trouver, de la dysfonction somatique. Petit point pour ceux qui ne connaissent pas le TART. C'est un acronyme qui désigne les signes cliniques d'une dysfonction ostéopathique. T pour Tissue Texture Changes, des changements dans la texture des tissus. A pour Asymmetry of Anatomic Landmarks, donc l'asymétrie des repères anatomiques. R pour Range of Motions Abnormalities, donc des anomalies des amplitudes articulaires. Et T pour Tenderness, donc la sensibilité. Donc en fait, finalement, peut-être qu'à l'oral, tu ne dis plus le terme dysfonction, mais finalement, à l'écrit ou dans la pratique plutôt, finalement, tu la cherches toujours, mais par des mots différents. Donc, il faudrait quand même réévaluer, est-ce que finalement, on a réellement arrêté la dysfonction? C'est juste que peut-être que la dysfonction n'est pas fiable entre deux praticiens, mais peut-être que les signes cliniques dont parlait Gary Fryer et donc Laurent Fabre qui en fait un résumé en français, finalement, on les sent tous, hein. Et le patient aussi d'ailleurs. Donc peut-être qu'il faudrait rester sur ça et pas faire trop de guerre, parce que finalement, c'est qu'une guerre sémantique. C'est une guerre de mots. Et je pense que voilà, ce serait dommage de dépenser notre énergie entre EBP et Tradi, juste parce qu'il y en a qui veulent changer le terme de dysfonction. Peut-être que, voilà, accordons-nous sur le fait que c'est vrai que c'est pas le meilleur terme, mais si certains l'utilisent, c'est pas trop grave, je pense. Puis l'important, c'est de pas trop le dire aux patients, par contre, ni aux médecins. Voilà, en tout cas je pense que c'était clair et donc j'espère que ça vous a intéressé quand même, notre petite discussion et mon petit point de vue final. En tout cas merci encore Anthony et désolé de ne pas avoir su ce qu'était un entretien épistémique. En tout cas c'était quand même très intéressant, j'y ai pu y réfléchir énormément par la suite et j'ai continué à apprendre l'ostéopathie comme vous avez pu le voir. Donc finalement je continue, moi je suis un étudiant à vie, donc c'est pas fini. Si des gens ont envie de discuter avec moi, n'hésitez pas, mais moi j'apprends tous les jours, hein, donc voilà, mon point de vue n'est pas arrêté. Si vous avez des bons arguments, venez hein, en privé, etc. Vous venez m'en parler, moi soit je vous répondrai, soit je vous écouterai, en tout cas, ça sera toujours très intéressant, je pense. Merci à tous et au revoir. Merci Anthony. Pour vous faire mon retour sur cet entretien épistémique, je peux déjà vous dire une chose, c'est que je me suis trouvé bon dans mes questions pour fouiller les croyances. Il y a quand même quelques manques qui m'apparaissent évidents après avoir écouté les retours de Ferdinand. Par exemple, maintenant, il pense qu'il ne faut pas utiliser le terme de dysfonction. Mais le pensait-il avant? Il y a des petites choses cool qui en sont ressorties. Déjà, selon mon appréciation personnelle, je trouve que son rapport à la croyance est beaucoup plus sain dans la mesure où il accepte d'avoir des croyances, puisque nous en avons tous. Et le fait de reconnaître ses croyances, c'est selon ma propre croyance, une bonne étape pour bien les évaluer et en changer le cas échéant. J'aurais peut-être dû changer les explications sur l'entretien épistémique, vu qu'il n'avait pas compris de quoi il retournait. Voilà comment je lui avais présenté les choses. Un entretien épistémique, c'est une discussion dans laquelle on essaye de bien définir et trouver ce qui appuie en quelque chose qu'on croit. Par exemple, tu as des croyances plutôt bien établies et réfléchies sur tout ce qui est structurel, et du coup je voulais savoir si tu étais intéressé pour qu'on discute de ça. Donc, en gros, quand tu verras sur internet l'outil est souvent détourné. Les gens s'en servent pour changer les croyances de la personne en face, et c'est pas le principe. Le principe, c'est de discuter pour bien comprendre les croyances et leur origine. Ça peut parfois résulter en un changement de croyance pour un individu ou pour un autre, mais c'est pas le plus fréquent. Ça peut être agréable si tu aimes bien faire des introspections et réfléchir sur le fondement de ce que tu fais, ou pas agréable si tu manques un peu d'assurance et que tu as besoin de t'accrocher très fort à la croyance. Donc si jamais ton avis change, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est ce que je lui ai dit et je sais pas quelles idées vous avez
pour mieux formuler l'outil. Peut-être qu'avec un exemple, ce serait plus parlant. De même, j'aurais dû faire attention à soit ne pas utiliser le mot « croyance » ou alors à faire en sorte de bien expliquer ce que j'entendais par là, vu la connotation négative. À la fin du live, j'avais bien remarqué que ça avait été un peu dur. Je me suis réécouté pour vérifier que je n'ai pas été tranchant. Ce n'était pas le cas. J'ai essayé d'accompagner Ferdinand à travers le processus. Il avait l'air d'avoir des incertitudes qui ont eu l'air de prendre du temps à se résoudre de mon point de vue, et du coup, je n'ai pas cherché à aller plus loin dans le questionnement socratique pour éventuellement aller vers un changement de croyance. Aujourd'hui, si on devait continuer l'entretien épistémique au vu des nouveaux éléments apportés, il faudrait axer vers plusieurs éléments. Premièrement, accompagner vers la construction d'une nouvelle manière de pratiquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y avait des confusions entre l'ostéopathie et le fait de chercher des dysfonctions somatiques dans sa manière de discourir et presque des amalgames entre kinésithérapie et exercice thérapeutique. Ça me fait penser qu'il y a vraiment des difficultés à concevoir une thérapie manuelle où on ne cherche pas à débloquer ou cibler les trucs douloureux, d'où la notion de vide qu'il a mentionné une fois qu'il a essayé d'envisager de faire sans sa croyance. On pourrait lui proposer d'autres choses à chercher avec sa TM, comme des changements dans l'attention et la libération d'effets hypoalgésiques locaux et généralisés, et voir où ça nous mène. Deuxièmement, il dit lui-même que sa croyance n'est pas une connaissance. Cela laisse entrevoir l'opportunité de demander comment on forge une connaissance. Par exemple, on suppute qu'il trouve peu intéressant les études vu ce qu'il dit. D'ailleurs, lorsqu'il fait son argumentaire par la suite, il cite des personnes plutôt que des faits. C'est très parlant. Ce peut indiquer que soit il faudrait qu'on s'assure qu'on comprenne bien l'intérêt des études de la même manière, soit il se faudrait se servir d'autres stratégies pour questionner ses connaissances. On peut par exemple lui poser la question de savoir si le fait que tout le monde pense quelque chose veut dire que c'est vrai, vu que c'est l'argument qui le rassure dans la pratique de sa recherche du TART, T-A-R-T. Et enfin, il y a une ambivalence énorme à soulever. D'un côté, il voit que rechercher des dysfonctions ce n'est qu'un détail, que ça ne change pas grand-chose, et il dit même que c'est très bien d'arrêter de l'utiliser. De l'autre côté, il pense que c'est nécessaire que les étudiants l'apprennent et ils continuent vraisemblablement à en chercher. En fait, cette ambivalence montre qu'il y a un intérêt à essayer de développer un modèle alternatif. Il dit que sa croyance n'est pas très solide, et du coup le but c'est de lui faire développer le plus possible une autre croyance qu'il juge plus solide. Le but ce n'est pas d'attendre de trouver avec certitude que le blocage ça ne sert à rien. C'est un standard ridiculement élevé parce que ça demandera des décennies de recherche pour y arriver. Le but c'est de trouver un truc qui a plus de chances d'être efficace et moins risqué. Ça vaut donc le coup d'aborder les risques aussi de chercher des dysfonctions. Par exemple, sur les croyances de peur-évitement des patients et le risque qu'ils ne s'exposent pas à la douleur quand ils ressentent une gêne. D'ailleurs, il y a un point qui me dérange, c'est le fait de partager sa perception au patient, alors qu'on pourrait simplement demander la perception du patient seul. Après tout, c'est la sienne qui nous intéresse, et ça témoigne de la volonté encore d'intégrer son propre ressenti, ce qui doit se discuter. Voilà, c'est tout pour cet entretien épistémique. J'espère que cela vous aura plu, et que ça vous donnera des éléments, soit pour réfléchir à votre propre pratique, soit pour discuter des croyances avec d'autres personnes. Je vous ai mis le compte Instagram de Ferdinand en description si vous voulez discuter avec lui, vu son invitation. Il va sans dire que j'attends de vous le plus profond respect. Je vous souhaite une bonne journée, épicez-vous bien.